INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans le Temps de l'actu, votre podcast pour comprendre le présent. On veut nos enfants qui sont en prison, crient ces manifestants d'une petite ville du sud du pays, Dera. 15 collégiens ont été arrêtés pour avoir tagué des slogans hostiles au régime. C'est le début du printemps syrien. En quelques semaines, les manifestations se multiplient pour réclamer le départ de Bachar al-Assad. Lui ne veut rien entendre, la répression ne fait qu'accroître la mobilisation. C'était en mars 2011, le début de la guerre civile en Syrie, une guerre terrible opposant le régime de Bachar el-Assad et différents groupes rebelles et djihadistes qui allait durer 14 ans et faire plus de 500 000 morts, majoritairement civils. Une guerre qui semble terminée depuis le 8 décembre dernier, date de la chute du régime de Bachar el-Assad, vaincu contre toute attente par les coalitions rebelles et notamment le groupe islamiste HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui a pris le pouvoir. Alors depuis, tous les yeux sont braqués vers le pays, avec cette question que tout le monde se pose: où va la Syrie? Quel avenir pour son peuple? Et quel regard porter sur la nouvelle force politique au pouvoir? La Syrie, on en parle avec vous, Ala Kodmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter à Libération, vous êtes aussi franco-syrienne. Vous étiez en Syrie en décembre 2024. Vous n'aviez pas remis les pieds, je crois, sur le sol syrien depuis 2011. Une émotion très vive, j'imagine? Oui, c'est vraiment un sentiment inédit, un moment historique, j'allais dire. Non, mais c'était surtout un moment d'euphorie totale, de partage avec toute une population. Un côté libération complètement inconnu. Libération, sidération aussi, parce que tout a été tellement soudain. Vous ne vous y attendiez pas? Personne ne s'y attendait. Hâte d'en savoir plus, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on vous retrouve à la Kodmani juste après. Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'actu. Près de 14 ans de guerre civile, un conflit aussi meurtrier que complexe, impossible d'en faire le résumé exhaustif en 5 minutes. Alors, pour nous repérer, je vous propose plutôt d'en lister les grandes étapes. Pour ça, retour d'abord en 2011. Cette année-là, un vent de liberté souffle autour de la Méditerranée. C'est le mouvement du printemps arabe. Des peuples du Maghreb et du Moyen-Orient manifestent pour plus de démocratie dans leur pays. C'est le cas en Tunisie, en Égypte et en Syrie. En mars 2011, la contestation s'installe, mais le régime de Bachar el-Assad est intraitable et violent. En réponse, les manifestants prennent les armes. Voitures incendiées, tirs à balles réelles de la police contre des manifestants lors des funérailles de 2 personnes. 3 morts à nouveau aujourd'hui dans cette ville de Dera, à 100 km au sud de Damas. Du jamais vu dans cette Syrie tenue par la main de fer du parti Baas au pouvoir depuis 40 ans. Les manifestants ont attaqué les locaux du parti dominé par la figure du président Bachar el-Assad. Sa famille, issue d'une minorité chiite, dirige le pays depuis 45 ans. Très vite, la révolution devient guerre civile. Elle oppose alors le régime de Bachar el-Assad contre le groupement de rebelles appelé Armée syrienne libre. De son côté, l'Europe dénonce unanimement la brutalité de Bachar el-Assad, sans effet. Rapidement, des niveaux intolérables de crimes et d'horreur sont franchis, comme en août 2013. À même le sol de cet hôpital syrien, des hommes, des femmes et des enfants par centaines asphyxiés. Dans ces maisons en apparence intactes, des corps sans blessures visibles gisent sur le sol. En contact avec des docteurs sur place, les équipes de Médecins sans frontières en ont la certitude. 355 patients morts présenteraient des symptômes neurotoxiques. Des attaques chimiques ont lieu dans la banlieue de Damas. Le régime de Bachar el-Assad est accusé d'avoir utilisé du gaz sarin contre son peuple. La ligne rouge tracée par le président Barack Obama 1 an plus tôt est franchie. Les États-Unis et la France se préparent à bombarder la Syrie. Finalement, Barack Obama recule. La France annule elle aussi ses frappes militaires. Nous sommes maintenant à l'été 2014. Le conflit syrien prend une autre tournure. Oui, car le groupe État islamique, venant de l'Irak voisin, réalise en Syrie une percée fulgurante.
Très vite, l'organisation terroriste occupe 40% du territoire. Elle devient la première organisation rebelle, attire de nombreux djihadistes venus d'Europe et multiplie les atrocités. Comme dans la cité antique si symbolique de Palmyre, où elle va tout détruire. C'est l'un des derniers faits d'armes du groupe État islamique. Les djihadistes disposent soigneusement des explosifs tout autour du temple de Balchamin à Palmyre, avant de le pulvériser. Un trésor de l'humanité parti en fumée, le message est très clair. Les djihadistes gardent entier leur pouvoir de nuisance. En septembre 2014, les États-Unis engagent leurs avions contre Daesh en Syrie, soutenus par une coalition internationale. Bachar el-Assad, opportuniste, en profite pour s'ériger comme le rempart contre l'État islamique. Et oui, car les cartes ont changé, l'Occident et Bachar el-Assad ont maintenant un ennemi commun, Daesh. En octobre 2015, c'est au tour de la Russie d'entrer en guerre, aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Jusqu'alors, seuls les Iraniens et le Hezbollah libanais étaient avec lui. Les avions Sukhoi de l'armée russe ont détruit cette nuit un camp d'entraînement ou encore un poste de commandement camouflé du groupe État islamique. Pour la première fois, les missiles ont visé la province de Raqqa, le fief du groupe djihadiste, tuant au moins 12 personnes. Un soutien précieux, c'est notamment grâce aux Russes que Bachar el-Assad gagne la bataille d'Alep en 2016, deuxième ville du pays, reprise aux rebelles et aux djihadistes après 4 ans de combats sur place. En 2017, le dictateur syrien est confiant, il reçoit des délégations occidentales, donne des interviews, notamment aux médias français. Bachar el-Assad nie l'usage d'armes chimiques, il nie les crimes de guerre et justifie l'usage de la violence. Est-ce mieux de laisser les civils sous l'emprise des terroristes, sous le joug de ces barbares qui n'hésitent pas à décapiter, à tuer? Est-ce le rôle de l'État d'être passif, de ne rien faire? Il faut libérer ces civils. Et parfois, l'usage de la force est le prix à payer. Mais à la fin, ils sont libérés des terroristes. Justement, une autre ville syrienne va être bientôt libérée des terroristes, la ville de Raqqa, à l'est du pays. On est en octobre 2017. C'était la ville des exécutions en place publique, de la loi islamiste appliquée dans toute sa violence. Le fief de Daesh en Syrie, Raqqa, est donc tombé. Le FDS, qui est une alliance de milices arabes et kurdes soutenue par les Occidentaux, a annoncé avoir chassé les djihadistes de la ville après 4 mois d'affrontements. Il ne resterait plus que quelques combattants isolés. Raqqa, qui avait été proclamée capitale du califat par l'État islamique en 2014, est reprise par le FDS, les Forces démocratiques syriennes, une alliance kurdo-arabe. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette guerre civile en Syrie, différents groupes s'affrontent. Il y a le régime de Bachar el-Assad, il y a les rebelles de l'armée syrienne libre, il y a l'État islamique, mais il y a aussi les Kurdes du FDS, sans oublier les puissances étrangères, comme la Turquie, dirigée par le président Erdogan, en guerre ouverte, justement, contre les forces kurdes. En 2020, les combats se réduisent, notamment grâce à la chute du califat de l'État islamique. Le régime de Bachar el-Assad reprend le dessus. Nouveau saut dans le temps, nous sommes maintenant le 2 décembre 2024. À la surprise générale, le régime de Bachar el-Assad perd le contrôle d'Alep à la suite d'une offensive éclair menée par une coalition de rebelles et de djihadistes. La coalition a bénéficié d'une fenêtre favorable. Les Russes sont mobilisés sur le front ukrainien. C'est le début de la fin. Le 7 décembre, les rebelles encerclent Damas. Bachar el-Assad s'enfuit le lendemain en Russie. La fin d'un règne qui aura duré 24 ans. Soit. Mais alors maintenant, quel avenir pour la Syrie et son peuple? Vers où se dirige le pays? Quel regard porter sur le groupe islamiste HTS et son leader Ahmed al-Shara, la force politique désormais au pouvoir? On en parle avec vous à la Côte Manie. Déjà, pour commencer, une réaction au récit qu'on vient d'entendre. Il y a bien sûr de nombreuses lacunes, impossible, je le disais, de résumer en si peu de temps un conflit aussi long et complexe. Est-ce qu'il y a des points indispensables que vous souhaitez ajouter à la Côte Manie? Non, je trouve que ce résumé est très bien résumé, justement, sur les grandes étapes et les grands moments, les tournants de cette guerre à tiroir, à mutation qui a duré donc 14 ans. Avant d'évoquer l'avenir de la Syrie, j'aimerais qu'on fasse un point juste sur cette semaine de décembre 2024 où tout a basculé. C'est allé extrêmement vite. Le régime de Bachar el-Assad, qui semblait indéboulonnable, est tombé en quelques jours seulement. Comment vous l'expliquez, vous? Je crois que personne ne s'attendait, y compris ceux qui avaient lancé l'offensive contre lui, d'arriver jusqu'à Damas et de libérer tout le pays. Et
je crois que personne, en fait, ni à l'intérieur de la Syrie, ni à l'extérieur, ne connaissait le degré d'effondrement, d'érosion et d'affaiblissement des forces du régime. Il continuait à faire peur. Il y avait une sorte de statu quo depuis quelques années. Et en fait, c'est l'affaiblissement complet des forces de tous ceux qui étaient loyalistes ou de l'armée régulière, etc., qui souffraient énormément, qui étaient victimes aussi de toute la crise économique, de la pauvreté, qui fait que les places fortes et moins fortes ont cédé devant l'offensive rebelle, qui était très bien organisée, qui avançait bien, mais qui, à une autre période, n'aurait jamais pu conquérir aussi facilement, aussi vite, et sans pratiquement de résistance. On a eu 14 ans, plus de 500 000 morts, alors que là, un combat de 10 jours pratiquement, pour reprendre toute la Syrie, moins de 800 morts et essentiellement des combattants. Vous étiez sur place, vous êtes arrivé quand exactement, vous ? Je suis arrivé à Damas le 12 ou le 13 décembre. Donc 4 ou 5 jours après la chute du régime et avec l'instauration de nouveaux pouvoirs. Et alors, vos impressions, ça devait être, on l'imagine, incroyable de vivre cette pièce ? Ah oui, c'était un moment d'une très intense émotion. Il y avait un côté d'incrédulité aussi. On était encore, enfin moi-même et tous les gens, on était dans les rues. À Damas ? À Damas, on chantait. On dansait, il y avait des drapeaux partout, il y avait un état de liesse. Tout le monde disait on est comme dans un rêve. Dans le calme ? Enfin, dans le calme, la bonne humeur, la musique. Pas de violence, pas de chasse aux sorcières. Non, sur le moment, non. Et même après, très peu. Pas de pillage. Il y aurait eu quelques pillages, mais globalement, il y a eu une très grande civilité quand même. Alors que bon, pour vous donner un exemple, moi je suis venu par le Liban, parce que l'aéroport de Damas était encore fermé. Il y avait pourtant pas de contrôle. Je suis rentré dans le territoire syrien sans aucun contrôle. Sans montrer un passeport. Sans sortir un papier, sans rien du tout. Donc, il n'y avait pas encore de force de police, ni de douane, ça pour contrôler le pays. Et malgré ça, il y a eu une très grande civilité. Il n'y a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de... Pas d'insécurité manifeste. Pas d'insécurité. Et ça disait beaucoup, finalement, de, quelque part, la satisfaction de la population globalement. Alors, le mouvement qui a pris les rênes du pays depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, c'est le groupe HTS, Hayat Tahrir al-Sham, en français Organisation de libération du Levant, un groupe islamiste qui a fait scission il y a quelques années avec Al-Qaïda. Il est classé comme organisation terroriste par plusieurs pays et organisations, dont l'ONU et les États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est ce groupe qui a pris le pouvoir ? Il faut revenir un petit peu, à l'historique de ce groupe. En effet, c'était une branche d'Al-Qaïda en Syrie qui avait rejeté très vite l'État islamique quand ils sont entrés en Syrie. Donc, ils se sont positionnés très vite en rivalité et c'est là qu'ils ont annoncé leur rupture totale avec Al-Qaïda. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce groupe contrôlait depuis 2016 ou 2017 la province syrienne au nord de la Syrie, au nord-ouest, donc à la frontière turque, où il y avait 3 à 4 millions d'habitants, non seulement du fait des habitants de départ de cette province, mais surtout qui avait accueilli un très grand nombre de déplacés des autres batailles, depuis Alep et puis les environs de Damas, etc. Et ce groupe contrôlait, dirigeait assez sévèrement. C'était quand même un système très autoritaire. Cela dit, ils ont été très bien géré sur le plan administratif, financier, organisation. C'est un petit peu la force des islamistes, c'est qu'en général, ils sont très disciplinés et très organisés. Et là, ils avaient un petit peu fait leur preuve. C'était vraiment géré comme un mini-État. Il y avait un gouvernement provisoire avec des ministères. Il y avait un prélèvement d'impôts et de taxes qui faisait tourner ce gouvernement. Donc bon, c'était un petit peu une première expérience. Un pré-régime. Un pré-régime mis en place qui maintenant a été exporté au niveau de tout le pays. D'accord, donc en fait ils ont presque tiré un petit peu la légitimité et l'expérience de ce pré-régime et en arrivant à Damas, ils se sont imposés comme la force dominante et évidente pour reprendre les rênes du pays. Et il n'y a que
pour l'instant, comme force d'opposition constituée, forte, efficace, qui est capable de tenir le pays en main. Cela dit, ils ont très bien agi en arrivant à Damas. Évidemment, c'est un gouvernement provisoire, c'est une autorité provisoire qui n'est pas contestée pour l'instant. Personne ne conteste la légitimité parce que c'est... Bon, d'abord, ils ont libéré de la dictature, ce qui fait que, la majorité des Syriens leur sait gré de ça. Et puis, ils gèrent, et ça a été sans brutalité. Leurs hommes sont allés de ministère en ministère pour reprendre les dossiers en main. Ils ont maintenu en place la majorité des fonctionnaires qui étaient là, et des hauts fonctionnaires comme des petits fonctionnaires, histoire de garder l'État en marche. Il n'y a pas vraiment eu de vacances de pouvoir, ni de vacances de gouvernement depuis la reprise. Alors, leur chef dont on a beaucoup parlé s'appelle Ahmed al-Shara, nom de guerre Abou Mohamed al-Joulani. Qui est-ce ? C'est un homme de métamorphose, si on peut dire. Il a vraiment commencé une enfance et une adolescence dorée dans une riche famille en Arabie Saoudite, d'un milieu déjà très islamiste. Puis il est allé s'engager avec Al-Qaïda en Irak. Il s'est engagé après l'invasion américaine de 2003, où il a combattu dans les rangs d'Al-Qaïda en Irak, avec des attentats, etc. Puis il est resté avec Al-Qaïda, et ça a été un petit peu encore la branche d'Al-Qaïda en Syrie pendant un certain nombre d'années. Et donc, c'est quelqu'un qui a un passé djihadiste très clair, très évident, factuel, qui, à la suite, avec la rupture avec Al-Qaïda, a décidé de rentrer dans une logique plus pragmatique pour être plus accepté, y compris en contraste avec l'État islamique, justement, qui était terrorisme pur. Il faut dire que c'est un djihadisme complètement local, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mené des opérations à l'extérieur de la Syrie, rien à comparer avec l'État islamique, justement, qui a lancé des attentats un petit peu partout en Europe ou ailleurs. Et puis, ces dernières années, on a vu une évolution encore vers un islamisme plus modéré, très conservateur, mais supportable, on va dire. Mais la grande métamorphose, c'est depuis qu'il est arrivé à Damas, là. Il a changé et de visage, et d'apparence, et d'habillement, et de... Je veux dire, c'est plus un chef de guerre, c'est plus un... C'est le chef d'État à l'occidental ? Oui, à peu près, oui. Il a pris la stature de chef d'État. Il a été conseillé, un effort de relations publiques et de communication tout à fait évident. Et ça marche bien, je crois d'ailleurs. Oui, ça marche tellement bien que depuis qu'il est là, les délégations internationales et arabes et même syriennes se pressent à sa porte, il reçoit du monde, il parle, il prend des positions assez modérées en tout point, je dirais. Il surprend, on va dire. Enfin, avec un passé djihadiste qui est le sien, bon, on voit qu'il est très pragmatique et qu'il affiche à la fois de grandes ambitions pour la Syrie et en même temps avec un sens des priorités qu'il est en train de mettre en place. Alors justement, en parlant d'ambition, à quoi pourrait ressembler le régime qui va se créer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ou qui est en train de se créer ? Alors, c'est assez évidemment difficile d'imaginer. Bon, là, ça fait 1 mois et demi que les choses se passent plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe depuis 1 mois et demi ? Il y a une prise de contrôle des affaires de l'État. Les priorités, vous savez, quand on a 50 ans de dictature dans un pays, auquel s'ajoutent 14 ans de guerre civile, où il y a encore plus de violence, encore plus de répression, de barbarie, et encore plus de corruption, le chantier est colossal. Reconstituer ce pays va demander du temps, des efforts et des larmes. Je suis allé dans certains quartiers de Damas, mais complètement ravagés. Il n'y a pas un immeuble qui tient debout. Donc bon, rien qu'en voyant ça, on imagine l'immensité de la tâche. Par exemple, et ça c'est le problème numéro 1 des Syriens, avant de voir quelle politique ou comment ça va évoluer, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité publique, c'est 2 heures par jour, y compris à Damas, la capitale, qui est la mieux lotie. Il y a des pénuries de tout, il y a un appauvrissement de la population phénoménal. Les gens sont obsédés. Quand est-ce qu'on va avoir de l'électricité ? Quand est-ce qu'on va trouver du gaz pour la cuisine, de l'essence pour la voiture ? Enfin, c'est vraiment les besoins de base qui doivent être remis en route. Et c'est pas peu de choses. Il y a aussi le problème sécuritaire. Il reste des forces incontrôlées partout. Il y a encore un peu d'État islamique
à l'est. Dormant. Pas toujours dormant, ils font quelques attentats de temps en temps, mais bon, localement. On a Israël qui, dès le lendemain, s'est emparé d'une partie de la zone frontalière dans le Golan, ce qui est une incursion absolument illégale et intolérable. Évidemment, du côté de la zone kurde, au nord-est du pays, on a des milices armées, enfin c'est une autre armée locale. Donc comment tolérer qu'il y ait plusieurs forces armées dans le pays? Pareil, les anciennes milices d'Assad ne se sont pas évaporées non plus. Donc il y a tout un processus pour l'instant d'essayer de reconstituer une armée nationale, que le monopole des armes revienne à l'État quand même. Donc ça implique des négociations, ça implique quelques batailles de temps en temps. De l'autoritarisme? Est-ce qu'on peut s'attendre à un régime autoritaire qui se mette en place? Pour l'instant, alors ça c'est le plus grand miracle et c'est la plus grande joie et la plus grande satisfaction des Syriens. Pour l'instant, il y a un espace de liberté inédit pour les Syriens comme pour les autres. Et parmi les prochaines étapes alors auxquelles on peut s'attendre, est-ce qu'on peut espérer voir par exemple l'organisation d'élections, la rédaction d'une constitution? Ça c'est un calendrier qui n'est pas encore très clair. Ça se met en place doucement. Et normalement, il devrait y avoir, ce qui est annoncé, une grande conférence nationale qui rassemblerait à peu près 1 millier de participants, de Syriens bien sûr, représentatifs des différentes provinces et différentes communautés, des différents milieux professionnels, etc. Donc pour l'instant, il y a un comité préparatoire qui est en train d'organiser cette future conférence qui devrait avoir lieu dans quelques semaines ou mois. Et c'est à partir de là qu'il y aura plusieurs comités, justement, pour la Constitution, pour les institutions. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse. Il faut pas oublier que c'est même déconseillé, je dirais, d'avoir des élections très vite quand il n'y a eu aucune vie politique dans le pays depuis des décennies. Il n'y a pas un parti politique et surtout, on a une population de déplacés. Donc comment constituer les listes électorales, les circonscriptions? C'est un travail colossal. Et ça peut prendre 2-3 ans facilement. Il faut être patient. Il faut être patient et il vaut mieux ne pas brûler les étapes parce que tout simplement, si jamais demain on organisait des élections, disons, de la présidentielle ou autre en Syrie, il y aurait Ahmad Shara comme seul candidat, ou presque, et en tout cas, il gagnerait haut la main. En parlant de HTS, est-ce qu'ils comptent, avec leurs racines islamistes, est-ce qu'ils comptent, vous pensez, imposer une charia, donc la loi canonique islamique, comme règle dans le pays? Ils se rendent compte que c'est très compliqué de faire ça au niveau de toute la Syrie. Et dès lors qu'ils doivent mettre en place tout ce processus de consultation nationale, etc., ça ne peut pas être imposé comme ça. Maintenant, évidemment, les racines islamistes inquiètent tout le monde, mais on voit, depuis qu'ils sont là, le tâtonnement, ils vont aller spontanément vers des mesures islamistes et faire machine arrière quand ils voient qu'il y a une réaction de résistance ou de réticence de la part de la population. Je donnais l'exemple des manuels scolaires, justement, où le nouveau ministère de l'Éducation donc a voulu reprendre, au moins retoucher les manuels scolaires, déjà en enlevant tout ce qui est glorification des Assad, du père, du fils et leurs photos partout. Bon, alors là, évidemment, personne n'a protesté, mais dans le même temps, ils ont voulu supprimer des passages sur la reine Zénobie, qui était une reine de Palmyre, une reine à l'époque romaine de la Syrie. Et là, tout d'un coup, on a eu une mobilisation de toute la communauté enseignante et des familles, etc. Et donc, machine arrière, ils ont renoncé à ces modifications. C'est juste un petit exemple significatif. En quelque sorte, la société est en alerte. En plus, c'est soutenu par le regard des Occidentaux, le regard de tous les pays qui sont en train d'observer et auxquels le nouveau pouvoir, le pouvoir transitoire, est très sensible. Cet effort de communication d'Ahmed al-Shara, en l'occurrence, c'est aussi pour plaire, pour rassurer l'Occident. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pour que l'Union européenne lève ses sanctions à l'égard de la Syrie? Oui, c'est une question en pleine actualité. Évidemment, toutes les sanctions qui ont été appliquées
au régime syrien depuis 2011 par l'Europe, par les États-Unis et par le reste du monde. C'est vrai qu'une grande partie de ces sanctions n'a plus lieu d'être. Les sanctions qui visent l'économie nationale et surtout qui empêchent, par exemple, l'importation de matériaux de construction pour la reconstruction, justement. Ça, il est certain que c'est une demande pressante du pouvoir transitoire et des Syriens en général. Et bon, là, il y a pas parler de chantage, mais de contrepartie. Ils sont en train de dire, on va voir comment il agit et après, on lèvera les sanctions. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Il ne faut pas non plus oublier toujours que la population syrienne est en grande souffrance et a d'énormes besoins vitaux. Alors, si on essaye de résumer un petit peu à la Kodmani les scénarios possibles pour la Syrie dans les prochains mois, l'organisation doucement d'un régime porté par ce groupe HTS ? Je crois que oui, il y a beaucoup de dynamisme, il y a des compétences. Ces gens-là ont appris des choses, vraiment. Il y a de la diplomatie, ça marche bien, on voit toutes les délégations internationales qui viennent à Damas. Il y a une volonté internationale de récupérer une Syrie viable. J'ajouterais à tous ces points positifs l'apport des Syriens exilés ou expatriés qui sont en train de revenir, au moins en visite pour l'instant, des gens compétents, des médecins, des ingénieurs qui vivent depuis 15 ou 20 ans, même plus avant la guerre, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays du Golfe, qui ont des moyens, qui ont des idées. Et on voit une réelle volonté et un afflux de ces gens-là qui veulent participer. À la reconstruction. À la reconstruction et à l'essor du pays. Il y a un bouillonnement d'activités, de projets qui sont en train de se mettre en place, mais qui, évidemment, dépendront de la reconstruction des infrastructures de base et des garanties de sécurité, c'est-à-dire des forces armées qui peuvent tenir le pays. À l'inverse, est-ce qu'il y a des options pessimistes ? Est-ce que le retour d'une guerre civile est possible, vous pensez, ou actuellement, c'est pas envisageable ? Il peut y avoir des dérapages dans les points chauds, comme je disais, c'est-à-dire la côte, avec les anciennes milices pro-régime Assad, ou du côté des Kurdes. Là, on peut craindre éventuellement des dérapages ou une évolution négative vers des vraies violences. Pour le reste du pays, pour la majorité des Syriens, je crois que 14 ans de guerre fatiguent tout le monde. Et personne n'a envie ni de reprendre les armes, ni d'aller à une confrontation. Et il n'y a pas d'autres projets pour l'instant. Il n'y a pas de rivalité réelle pour le pouvoir central. Donc on peut espérer. Je ne dis pas qu'on est à l'abri de tous les dangers. Non, on n'est pas à l'abri. Mais pour le moment, on a l'impression que la volonté de reconstruction, de recomposition et de pacification de la Syrie a l'air de dominer. Il y a plus d'éléments, de données encourageantes que dangereuses, je pense. Les espoirs sont permis donc quant à l'avenir de la Syrie et du peuple syrien. On suivra bien sûr de très près l'évolution du pays et de sa situation politique. Merci beaucoup à la Kodmani d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter à Libération. Et merci à vous, auditeurs. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. C'était Le Temps d'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.